Merci d'être venu aujourd'hui, nous avons fait l'honneur de venir assister à cette conférence de presse. Au sujet du GEM. Donc, comme vous savez, GEM, c'est le groupe Enfants Émerge, et c'est une association qui date de 2 ans, qui est là, présente sur le terrain, pour travailler dans le domaine de prévention pour la lutte contre le fléau des NCD, c'est-à-dire des maladies non transmissibles. Avant de commencer, je vais présenter les membres de ce groupe pour la conférence. J'ai à ma droite le professeur Yacoubeli, qui est Sylvia, qui vient du sud de la Réunion, qui a eu la gentillesse de venir aussi aujourd'hui nous écouter un petit peu et partager avec nous son expérience sur la prévention, sur les activités de prévention à l'île de la Réunion. Donc, je crois qu'on a beaucoup d'affinités, on aura certainement beaucoup de choses à partager parce que chacun a une petite avance dans son domaine, et je crois qu'en discutant ensemble, en travaillant ensemble, je crois que les deux parties en profiteront. Et puis ensuite, il y a le docteur Ramdo Singh, qui est gynécologue obstétricien, qui est du secteur libéral, et puis qui était dans le secteur public il y a quelques années, et qui vient de prendre sa retraite il y a 2 ans, je pense. Il y a Madame Véronique, qui est sage-femme, donc qui est aussi active dans le GEM. Et puis Nishta Nassou, qui est nutritionniste, dont le rôle est primordial. Elle est aussi la secrétaire de cette association, et c'est elle le moteur de ce GEM. Donc sans elle, on n'aurait pas avancé. Voilà. Donc, avant de commencer, donc, je vais parler un petit peu du GEM. Comme vous savez, les NCD, les maladies chroniques non transmissibles, sont en augmentation depuis bien longtemps, parce que ça fait déjà pas mal de temps que l'OMS est en train de prédire que les NCD, les maladies non transmissibles, sont en augmentation. D'ailleurs, il y a une hausse de 17%, l'OMS avait prévu une hausse de 17% dans cette décennie. Et dans les pays du tiers-monde, ça devait même augmenter jusqu'à 24%. Donc à Maurice, on est pays tiers-mondistes, donc on est réellement menacé par ce fléau. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer quelques chiffres, et il y a de quoi s'en inquiéter. Donc au total, ça fait quand même 60% de décès dans le monde, c'est lié à ces maladies non transmissibles. Donc je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut faire depuis quelques années. Depuis les années 80, il y a le professeur Barker qui a déjà postulé que l'enfant qui est mal nourri dans le ventre, l'enfant va naître et va développer par la suite des maladies coronaires, ça veut dire des crises cardiaques par la suite. Et plus tard, il a mis en évidence qu'il y a de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie. Donc tout ça, ça laisse penser qu'il y avait un facteur déjà précoce qui intervient dans le développement de ces maladies chroniques. Et avec les recherches qui se sont installées, qu'on a entrepris depuis, chaque année, ça montre de plus en plus qu'il y a vraiment une origine, qu'il y a ce facteur d'une agression qui se met durant cette période cruciale, va développer ce genre de maladie. Donc, de plus en plus de recherches sont là, et justement, le professeur Yacoubeli va nous faire une conférence cette nuit avec l'association des pédiatres, avec l'école médicale, donc sur les nouvelles données, sur des recherches depuis ces dernières années. Donc, il y a quelques années, on a eu la visite du professeur Sioni, et aujourd'hui, on a la chance d'avoir le professeur Yacoubeli, qui est le dauphine, je dois dire, du professeur. En plus, voilà, justement, c'est l'élève même du professeur Sioni. Donc, on aura vraiment des renseignements très, je peux dire, très précis et de très haut niveau. Donc, pour commencer, je vais montrer un petit peu les chiffres des NCD. Comme vous allez voir, donc à Maurice, ça c'est un rapport qui date de 2009. D'ailleurs, je vais montrer des chiffres de 2015 ici. Ah ben voilà, on a déjà comparé. Donc quand on regarde le taux de diabète, en 2009, on est à 23%. Actuellement, diabète de type 2, je parle, 23%. Cette année-ci, en 2015, pardon, plus récemment, ça a baissé quelque peu.
Seulement, il ne faudrait pas taper trop fort les tambours, puisque si on regarde les chiffres en dessous, finalement, ça devient alarmant. À Maurice, le surpoids. Pardon? C'est quoi le chiffre de 2015? 2015, voilà, c'est dans le date qui est 23%, passé à 22% en 2015. Ça, c'est des chiffres que j'ai pu recueillir du NCD Survey. OK? Si, par contre, au niveau du surpoids, donc à Maurice, on était, le surpoids c'était 34,9%. Là, on est passé à 35%. Alors que l'obésité, qui était de 16%, passe à 19%. OK? L'hypertension artérielle, c'est 37,9% est passé à 28%. Mais l'hypercholestérolémie sort de 30,3% pour passer à 41%. Donc ça montre que finalement, mais le taux de diabète a peut-être quelque peu diminué, mais ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri, parce que quand on regarde que tous les autres facteurs par la suite sont en train de continuer à grimper. Et à Maurice, on a un très faux, le taux de surpoids qu'on est en train de voir. Quand on regarde en 2009, c'était 34,9%. Ici, en 2015, c'est 35%. En réalité, c'est un chiffre qui est basé sur les dates européennes. Par contre, si on avait interprété ça par rapport à chaque ethnie, ça aurait été pire, parce qu'il y avait un président, Chapitre, qui montrait en vérité que le taux d'obésité est bien plus que 16% ou 19%, c'est même dans l'ordre de 30-40%. Ça veut dire que réellement, si on tient compte des facteurs ethniques, il y a beaucoup d'obèses. Hein? Là, c'est encore rassurant ce chiffre, ce que je veux dire. Mais quand on regarde ce chiffre, on ne peut pas rester insensible. On ne peut pas laisser comme ça. On sait qu'on est en train d'aller vers la dérive et on est obligé de faire quelque chose. Surtout que maintenant, avec les études actuelles, il y a des choses à faire quand on comprend le mécanisme de développement de ces maladies. Il y a des stratégies qu'on peut développer pour limiter ce genre de problème. Parce que là, on a vu on a compris qu'il y a cette période de 1000 jours qui date de la période de la conception jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc le total, ça fait 1000 jours. Durant cette période de développement, pendant que l'enfant est en train de se développer à partir d'une cellule, pour devenir un bébé nouveau-né et pour devenir un enfant de 2 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent dessus. Donc durant cette période cruciale, on ne peut pas supporter qu'il y a des agressions qui surviennent à ce niveau, parce que ceci va définitivement entraîner des effets néfastes, et finalement on va voir que dans beaucoup de maladies, on voit qu'il y a une origine, un effet adverse qui est survenu durant cet environnement de 1000 premiers jours. Donc on a compris ce système, on peut mettre en place une stratégie. Et c'est là qu'on s'est réunis depuis 2014, on a commencé les travaux, on s'est enregistré en 2016 et ensuite on s'est lancé officiellement en 2017. Et depuis 2 ans, nous avons travaillé sur les terrains, nous avons fait un certain nombre de travail et tout à l'heure on va montrer un petit peu les résultats. Le travail que nous avons fait comporte finalement, on a élaboré des livrets pour la distribution auprès de patients et des professionnels de santé. Pour les patients, nous avons élaboré trois thématiques. D'abord chez la femme enceinte, l'alimentation de la femme enceinte, parce qu'une mauvaise alimentation durant cette période risque d'avoir un retentissement sur le développement fœtal. Donc nous avons élaboré un livre sur l'alimentation de la femme enceinte, en français et en créole. Je veux dire, tous ces livres, tous ces documents peuvent être téléchargés sur notre site www.programmenourrirlavie.mu. Ça, tout le monde peut avoir accès à ça et télécharger, c'est gratuit. Le deuxième livre que nous avons élaboré, c'est sur l'allaitement maternel. Donc, on sait que l'alimentation maternelle, l'alimentation infantile du nouveau-né, la meilleure alimentation, c'est le lait maternel. Donc, on est en train de promouvoir beaucoup autant que possible de préférer ce mode d'alimentation. Donc, il y a beaucoup de renseignements qu'on peut retrouver dans ce livre, aussi bien en français et en créole. Et la troisième thématique, c'est la diversification alimentaire. C'est-à-dire qu'à l'âge de 6 mois, quand l'enfant va commencer à se nourrir, il faudrait diversifier parce que l'alimentation par le lait maternel n'est plus suffisante.
Donc il faut diversifier et il faut savoir ce qu'il faudrait donner aux enfants. Il ne faut plus écouter les conseils dans le temps parce que souvent on faisait beaucoup de choses, on rajoutait du sel, il y a beaucoup de choses qu'on faisait et qu'il ne faut plus refaire. Donc tout ça, il y a des bons conseils, des tableaux qu'on a mis, des modèles de repas qu'on a mis et pour guider un petit peu les gens. Pour les professionnels de santé, nous avons élaboré un livret qui regroupe un petit peu les travaux scientifiques et qu'on a distribué aux healthcare providers, ça veut dire aux médecins. Donc, essentiellement, nous avons pu contacter les médecins du privé parce que pour l'instant, on ne peut pas vraiment aller dans le système public parce que comme c'est quelque chose qui se fait extérieurement. Donc, notre cible a jusqu'à présent été les gens du secteur libéral. Donc, il y a aussi eu des spots de télévision, des spots radio-télévision, des publicités sur les billboards, des imprimeries de brochures. Donc, tout ça, on a fait en sorte. Et pour les distributions des brochures, c'est aussi les médecins du privé qui sont en train de distribuer, parce que ça existe que dans le secteur libéral. Depuis 2 ans, on a quand même eu un certain nombre de résultats. Entre-temps, on a eu plusieurs séances de billboards. Ça fait la 3e fois qu'on est en train de faire des billboards. On a réimprimé des brochures aussi. Et là, actuellement, en ce moment, si vous regardez bien sur les voies publiques, vous allez voir des billboards sur le programme de Bijou qui coïncident bien avec, la venue du professeur. Très bien. Donc, c'est l'occasion même. Donc, c'est ça. C'est pour dire que c'est un travail qui continue, qui est là, et on ne reste pas les bras croisés, et on continue à se mettre à continuer à apprendre pour faire mettre en route les nouveaux protocoles. D'ailleurs, il y a certaines choses peut-être qu'on devra revérifier pour corriger certains petits points, certains petits traits qu'on avait fait dans la première impression. Donc, au cours de la révision, on va devoir chercher à apporter quelques petites corrections. Et puis, on a pu cibler essentiellement les médecins, le personnel, je veux dire, les médecins privés ont fait leur travail de leur côté parce qu'on n'a pas eu l'appui du gouvernement jusqu'à présent. Donc, les médecins privés conseillent les patients quand ils reçoivent leurs malades, donc c'est fait par les gynécologues, les pédiatres, et certaines sages-femmes, tout ça. Et on a pu distribuer des brochures chez les médecins généralistes, chez les médecins gynécologues, les pédiatres, et dans certaines cliniques privées. Et dans les cliniques privées, pas certaines, dans les cliniques privées. Donc malheureusement, notre action cible uniquement le secteur privé, ce qui est quand même regrettable parce qu'on aurait aimé que ça touche tout le monde. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là et j'espère qu'un jour on pourra le faire. Bon, on va voir un petit peu les résultats, ce qu'on a pu faire depuis en 2 ans, depuis notre existence. Donc, il y a eu des résultats, on a fait 2 enquêtes. Il y a déjà eu une première enquête au départ, avant de commencer notre travail en 2016, il y a déjà une première enquête. Et maintenant, il y a une deuxième enquête qui vient d'être faite en 2018. En fait, on a conduit 2 enquêtes. Une enquête conduite par TNS Analysis, c'est Cantar Analysis, chez les femmes, chez les patients. Et ensuite, une deuxième enquête qu'on a conduite par DCDM auprès des professionnels de santé. Donc, on va voir un petit peu ce qui en découle de ces résultats. On va voir que en 2 ans d'existence, on a pu quand même remarquer que notre notoriété est passée de 3% à 12%. Et c'est seulement dans les secteurs, un travail qui est fait uniquement dans les secteurs privés. Okay? Donc c'est quand même bien d'être connu aujourd'hui, donc passer de 3% au départ et en 2 ans on est passé à 12%. Donc on a cette notoriété qui est très appréciable. Et parmi les personnes sondées, on a vu que 52% des femmes enceintes ont déjà commencé à changer leur mode de consommation. Et 56% de nouveau-nés vont
ont vu leur mode de consommation changer ou vont avoir un changement dans leur mode de consommation. Ça montre quand même qu'il y a déjà une action directe qui est prise par la population, par cette population qui est étudiée. Ça montre vraiment qu'il y a un impact et on est très encouragé par le fait que les gens soient sensibles à notre action. La deuxième étude concerne les professionnels de santé. On a fait ça chez les médecins du privé. Donc, chez les pédiatres, 97% des pédiatres sont mis au courant, et essentiellement 69% du secteur privé. Donc, il y a certains pédiatres du libéral qui pratiquent aussi, qui sont au courant de ça, qui nous donnent un coup de main. Et puis, côté des partenaires, des sponsors, donc tout le monde regrette que le ministère ne soit pas encore, c'est pas encore, je ne dis pas intéressé, mais pas encore donné son aval pour adopter ce principe. On espère que ça se fera parce que d'autant plus que c'est un petit peu, c'est réclamé, c'est souhaité par les patients, les personnes que nous avons sondées et par les partenaires qui nous aident financièrement. Mais il reste un gap dans le secteur public, un gap parce que 70% des naissances se passent dans le secteur public. Donc ça veut dire que nous n'avons toujours pas accès à ces personnes qui sont en train de naître dans le secteur public. Et là-dedans, les gynécologues comptent pour 60%, les sages-femmes et les infirmières pour 80%. Du côté des pharmacies aussi, on a un certain travail parce que seulement 20% sont déjà au courant, 80% pour l'instant ne sont pas encore au courant. Mais on est en train de continuer à faire un travail parce qu'on a fait des causeries chez les pharmaciens, on a des affiches et des posters qu'on a distribués chez les pharmaciens. Donc il y a un processus actif qu'on est en train de mettre en route chez les pharmaciens aussi, mais pour l'instant on a encore du chemin à faire parce que seulement 80%, les 20% seulement ils ont sensibilisé. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? On veut dire qu'il y a les indicateurs qui nous montrent que c'est en train de progresser et qu'il y a du travail, il y aura du travail à faire en secteur public. Hein, et puis, à la fois, comme le travail va se longue durée, on est en train de s'ouvrir, nous sommes en train de faire appel à d'autres sponsors, parce qu'il y a certains sponsors qui nous aident déjà. Maintenant, on ouvre la porte aussi à d'autres sponsors qui expriment les désirs. Bon, bien sûr, on ne va pas prendre n'importe quiconque ne pourra pas s'intéresser, on va quand même prendre des compagnies, des firmes qui travaillent dans le domaine de la santé, qui travaillent pour la promotion de la santé, les cliniques, les assurances, les banques, tout ça. Bon, côté des fast-food, tout ça, bon, c'est pas vraiment notre domaine, donc c'est pour ça qu'on va devoir quand même cibler, axer nos sponsors, pour faire en sorte qu'on mène cette lutte sincèrement. Voilà. Okay. Et puis, peut-être je vais vous dire un petit peu les autres. Et puis, non, continue. Non, ben voilà. Voilà. Nous, j'ai envie sur du choc. C'est pas du choc, là. Bon, c'est pas grave, allez, on va continuer comme ça. Bon, ouais. Oui, tu l'as pas, bon, en fait, nous sommes tous concernés. Ce que je montre par là, c'est que nous, les professionnels de santé, nous sommes tous concernés, les scientifiques, les nutritionnistes, les fabricants de santé, les ONG qui nous aident. Il y a quelques ONG avec qui nous avons eu l'occasion de faire des causeries et qui sont en train de nous aider, qui nous soutiennent. En l'occurrence, je parle du MAM qui travaille avec les filles défavorisées qui sont enceintes et donc elles sont très intéressées de travailler ensemble. Il y a bien sûr le gouvernement, on ne peut pas rater le gouvernement parce que vu que c'est un problème de santé publique, le gouvernement doit avoir un rôle primordial dedans pour avoir une action beaucoup plus large.
Et enfin, je dois remercier la presse, vous qui êtes là, parce que sans vous, nous ne pouvons pas faire ce travail. Parce que avec vous, jusqu'à présent, depuis que vous êtes en train de nous soutenir, depuis ces 2 ans, on est en train d'avoir un impact auprès du public. Et ça, nous vous en remercions beaucoup. Alors, pour terminer, je vais citer Archimède qui avait dit « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde ». Ah ben, chez nous, aux jeunes, on va dire « Donnez-nous 1000 jours et nous protégerons les futures générations des maladies chroniques ». Donc, on est ambitieux, mais je crois que ça vaut le coup de continuer de rêver. Hein. Et puis, maintenant, je vais dire, agissons ensemble, la main dans la main, parce que le thème de l'indépendance des 50 ans, c'était la main dans la main. Je crois qu'il est bien temps qu'on travaille ensemble, la main dans la main. Hein. Ça veut dire nous, vous, les journalistes, le gouvernement, bien sûr, qui doit avoir un rôle, une responsabilité dedans, hein, pour protéger les nouvelles générations contre les NCD. Et bien sûr, de ce fait, contribuer au développement durable de l'île Maurice. Merci. Je passe la parole au conseiller Yacoubeli, si vous voulez dire un petit peu sur votre expérience de la Réunion. Oui, volontiers. Merci de cette invitation déjà qui va me permettre d'échanger avec vous et surtout de voir quelles sont vos avancées. Et c'est vrai que j'ai pas grand-chose de plus à dire parce que je pense que l'île Maurice est beaucoup plus en avance, vraiment, par rapport à la communication et à la création d'outils de sensibilisation destinés au grand public que nous ne le sommes à l'île de la Réunion. Et c'est vrai que nous avons à peine commencé en 2018 par, je dirais en vous imitant, par la création d'une association non lucrative qui s'appelle Mes 1000 premiers jours dans l'océan Indien et qui a commencé effectivement à mettre en place des actions dans la thématique des 1000 jours. Je ne sais pas si vous voulez que je rentre un peu plus dans le détail de ce qu'on a fait, voilà, j'en parlerai aussi ce soir. Mais donc c'est beaucoup plus petit, hein, j'insiste par rapport à toutes ces belles choses qui ont été faites à Maurice. Bon, la situation étant similaire, mais le contexte différent, nous, les opérateurs de santé, nous avons commencé par nous rapprocher autant que possible, comme vous le dites, parce qu'il est très important des pouvoirs publics. Et c'est vrai que nous avons, avant de créer l'association, été en contact avec l'Agence régionale de santé, qui a cautionné la démarche, qui en a reconnu l'importance en termes d'enjeux de santé publique. Et ceci nous a permis d'inscrire le mot 1000 jours et la thématique des 1000 jours dans le programme régional de santé. Donc c'est un prévisionnel du programme de la santé régionale qui se fait sur la période de 5 ans, donc de 2018 à 2023. Dans les 1000 sujets qui sont abordés, il y a aussi, fort heureusement, les 1000 jours. Et donc, toutes les actions santé autour des 1000 jours ont été aussi préconisées au sein du schéma d'organisation du plan de santé régional. Et l'autre chose qu'on a fait a été de vouloir partir de l'hôpital, mais parce que nous sommes ceux qui sont à l'origine de cette association, des professionnels de santé, médecins et pas médecins, qui travaillent à l'hôpital, qui est un endroit pour le grand public de rencontre avec le monde de la santé, parce que, évidemment, comme ici, un accès à l'hôpital, et j'ai la chance aussi de travailler dans un hôpital, il y a plus de 4000 naissances par an,
Et donc ceci permet effectivement une rencontre qui peut-être est faite trop tard, puisque vous dites bien à partir de la conception avec les mères. Mais donc nous avons voulu commencer par là. Et donc la première partie de l'activité a été consacrée, je dirais, sur 2 mots-clés, à la formation et la communication avec les professionnels de santé investis dans le soin de la mère et de l'enfant, de l'hôpital et bien sûr de ce qui est autour de l'hôpital, donc le réseau d'amont et le réseau d'aval. Nous avons fait des formations. Ces formations sont encore en cours. Nous avons prévu de former environ 350 professionnels, dont 200 ont été formés dans des journées de formation qui durent donc environ, il y a 10 heures de formation par personne, et les gens sont regroupés de manière très amicale autour de, bien sûr, la thématique des 1000 jours. Donc nous communiquons avec les données scientifiques, mais pas que, sur l'intérêt des 1000 jours et aussi sur l'importance du respect des rythmes du bébé, de l'alimentation de la mère et de l'enfant, de l'importance de l'allaitement maternel. Donc cette première phase, elle est en cours et nous l'avons voulu pour avoir tous le même discours auprès du grand public et pour que tous les professionnels parlent le même langage. Et imaginez que non seulement les obstétriciens, les pédiatres, les jeunes médecins ont été formés, mais nous avons proposé la formation aussi au personnel d'accueil à l'hôpital, au personnel qui fait le ménage à l'hôpital, aux secrétaires, pour que on ait vraiment un même discours et qu'eux-mêmes soient informés. Et donc, après cette première phase, le projet est de passer à la création d'un salon de TT qui sera mis en place, si tout va bien, en début de l'année prochaine, où du coup, les mamans qui ont accouché à l'hôpital ou pas pourront revenir discuter avec les professionnels des thématiques qui ont été évoquées pendant l'hospitalisation et dont tout le personnel a entendu parler. Donc ça, c'est une petite initiative, ce sera notre première. Elle n'est pas encore en route, mais elle est en cours et en gestation, voilà, puisqu'on parle de grossesse. Et après, l'autre projet qui démarrera au mois d'octobre est un projet qui est plus sur le territoire de santé, puisque c'est fait en binôme avec l'Union régionale des orthophonistes et encore sous l'élect de l'Agence régionale de santé. Donc c'était très important pour nous que les autorités de santé cautionnent ces démarches. Et donc ce deuxième projet concerne une action de encore information qui se fera au sein des crèches. Et via l'appui de la PMI, la protection maternelle à l'enfance à La Réunion. Donc, encore une fois, il y aura une formation sur la prévention des troubles alimentaires et de l'oralité qui est destinée au personnel des crèches. Et bien sûr, tout ça encore autour des thèmes chers à ceux qui s'intéressent aux 1000 jours. Et une fois que le personnel des crèches sera sensibilisé, nous organiserons une fois tous les 3 mois des goûters 1000 jours dans les crèches qui auront accepté, on va dire, de nous inviter, de nous accueillir en même temps, tout en étant les acteurs de ces après-midi, les goûters avec les parents pour discuter avec eux effectivement du goûter de l'enfant et des 1000 jours. Et au final, il y aura même une proposition pour certaines crèches d'avoir un label du coup qui sera donné par la PMI, parce que c'est pas à nous de labelliser une crèche 1000 jours. Ça veut dire que cette crèche, voilà, elle est sensible aux 1000 jours. Et donc là, c'est les 2 seuls projets dont je peux vous parler
parce que j'insiste, nous sommes bien en retard par rapport à vous et le dynamisme de Maurice nous inspire et nous inspirait parce que quand on a décidé de se mettre en marche pour les 1000 jours, mais la première chose que j'ai fait, c'est venir voir tous les outils de communication que vous avez créés. Et donc nous en avons un seul qui est à destination des professionnels et c'est lui à destination du grand public qui est encore sous presse. Donc je ne peux pas vous montrer ces beaux outils comme vous. Mais voilà, donc c'est ça l'expérience réunionnaise. Merci beaucoup. Je crois qu'on aura encore des choses à partager ensemble. Juste un petit mot, parce que récemment, il y a 2 mois, on est en train de voir que le président Macron lui-même est en train de s'inspirer de ça, de ses études de programme de 1000 jours. Parce qu'on a vu que dans le problème de langage, du développement, tout ça, il s'intéresse au programme de 1000 jours et même il est en train de proposer un budget qui sera voté pour l'implémentation de ce programme de 1000 jours. C'est dire qu'il y a quelque chose qui c'est vraiment très valable ce qu'on est en train de faire et qu'il n'y a aucune raison de s'arrêter. Puisque d'autres pays sont en train de s'inspirer d'aller dans cette même voie. Voilà. Vous avez des questions, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Vous disiez à l'instant que 70% des naissances se déroulent dans les secteurs publics, donc c'est grave, c'est terrible de se dire que ces personnes n'ont pas accès à votre travail, à vos livrets par exemple. Vous avez essayé d'approcher le ministère de la Santé pour éventuellement trouver un terrain d'entente, une collaboration possible? Depuis la création du GEM, on est en constante collaboration. Donc, on va chez le ministère. Plusieurs fois, on a eu des rencontres avec les différents ministres, le ministre Gaillard et maintenant le ministre Sosnou. Donc, on les a rencontrés. Qui est médiatre aussi, on se connaît, on est amis aussi. Ça c'est une politique de santé, donc moi je ne peux pas intervenir dessus, mais on a eu des contacts parce qu'à chaque fois qu'on a fait quelque chose, on est en train d'aviser quand même le ministère. Donc ils sont très au courant de ce qu'on est en train de faire. Mais pour l'instant, ils ne se sont pas encore associés à nous. J'espère qu'ils le feront un jour. Et d'ailleurs, je fais un vibrant appel au ministère de s'associer à nous. Donc, pour l'instant, devant vous, je fais ce grand appel pour qu'ils s'associent avec nous. Parce que, regardez, avec je veux dire, tout ce qu'on est en train d'avancer, petit en solo, on est en train d'avoir des résultats. Si le ministère pouvait s'intéresser, collaborer, nous allons collaborer avec le ministère. Si on peut travailler ensemble, on atteindra plus d'argent public et de ce fait, ça nous amènerait loin. Beaucoup plus rapidement. Tu as toute l'expérience de la France. Voilà, parce que justement, le président Macron lui-même est en train de s'inspirer de ça, d'accorder de l'importance à ça, ce qui est quand même, il faudrait tenir compte de ça. Est-ce que vous êtes rentré dans le secteur éducatif privé? Parce que quand je vois maman mange bien, bébé se porte bien, donc c'est peut-être la génération qui va devenir maman, pas ceux qui sont déjà maman, ou parents, papa aussi, il faut parler du papa aussi, parce que c'est une pièce importante dans le jeu. Vous avez des contacts au niveau du privé, peut-être, vous avez dit la santé, c'est un peu difficile. On y a pensé pour les collèges, parce que j'ai des amis qui sont recteurs de collège, j'en ai déjà parlé, ils sont intéressés. Le problème, c'est que aussi, nous avons un travail, donc on fait ça dans les moments libres, et Dieu sait qu'on a très peu de temps libre. Mais quand même, ça, nous avons pu faire des causeries dans des cliniques, dans les crèches, même dans certaines compagnies. Dans une banque, on a fait une causerie aussi. Donc on essaie de trouver un moment et on arrive à faire cette causerie dans des différents cas. La plus tard, il y a Mam qui va travailler. On nous rachète parce que j'ai déjà proposé à Mme Benedino de faire des causeries vis-à-vis des membres de Mam parce qu'elles sont directement au contact de ces personnes vulnérables. Donc, on est en train de travailler, dans la mesure du possible, on travaille avec toutes ces personnes. D'ailleurs, au niveau du gouvernement aussi, on a déjà fait, j'ai déjà dit aussi qu'on est disposé à former les gens qui sont dans le gouvernement pour leur donner, initier, c'est pour les gens qui sont en contact de ces malades, des médecins,
les infirmières, les sages-femmes, les infirmières, les productrices de centres de prévention. Donc, on est disposé à faire de la formation de sorte qu'elles puissent se débrouiller avec les personnes concernées. Donc, tout ça, on a fait. J'entends une question. Vous parlez d'action sur le terrain. C'est très bien, parce que c'est là que ça se passe. J'ai compris que vous allez dans des ONG, éventuellement pour faire des conférences, etc. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des conférences publiques? Personnellement, je ne sais pas pour que vous existiez. J'ai découvert ça en recevant l'invitation. J'ai déjà fait des conférences à Djambo, hein, dans le grand public. Seulement, vous savez, quand vous voyez quelqu'un, c'est comme si vous êtes... Peut-être pas dans les... On fait dans le public. Les gens, deux fois, j'ai fait une fois aussi, c'était dans une voie pour les femmes enceintes et les mamans, c'était à la mer Rouge. Donc, on a parlé de ça. Une deuxième fois, j'ai fait ça sur le parking de Djambo à Richner aussi. Bon, finalement, les gens passent, ils nous regardent, ils voient quelqu'un qui est en train de parler sur le camion. Donc. Je ne suis pas très sûre qu'à Djambo, le samedi, quand on fait c'est un peu ça. Même à la fois là où il y a des gens qui viennent qui viennent voir qu'est-ce qu'ils vont acheter pour les bébés, pour les mamans, pour les femmes enceintes. Donc, ils passent et puis ils s'en vont. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est pas comme ça qu'il faut. Peut-être là, plus... Je crois que c'est plus, il faut aller dans les écoles, il faut aller dans les compagnies, si on arrive à libérer les hôpitaux, ou bien, enfin, les centres de jeunesse, tout ça. C'est plutôt pas ça. Mais un public à large, ça ne marche pas. Mais plutôt des programmes télévisés, parce qu'on a intervenu plusieurs fois. J'ai fait une intervention à la radio, donc c'est des gens de Radio Plus ou des médias me connaissent. Hein. Donc plusieurs fois, j'ai passé sur les ondes, chez Radio Plus. Ou à la télévision, 2 fois au moins, sur Mouvance aussi, on a fait une intervention sur l'allaitement maternel et puis justement les bijoux aussi. Donc, encore une question pour la nutritionniste. Vous disiez dans votre intervention que 52% des femmes enceintes ont changé leur mode de consommation. C'est une excellente chose. Par contre, le prix des légumes, des fruits, enfin des aliments essentiels reste très élevé. Je crois qu'il est important, vu votre présence, votre ONG, encore une fois, d'aller dans les pouvoirs publics pour revoir justement ça, parce que si 70% des femmes vont dans le secteur public, ça veut dire qu'elles ont moins les moyens de s'offrir autre chose. Comment est-ce qu'on peut agir sur justement ce genre de choses? Donc déjà, un des points super importants dans la création des outils par rapport aux recommandations nutritionnelles, on a essayé de vraiment mauricianiser le discours. C'est-à-dire que quand on dit de consommer une maman consommer équilibré ou manger équilibré, c'est pas forcément à l'européenne, c'est-à-dire pas forcément un gratin, une escalope, mais vraiment garder vraiment le côté mauricien. Un riz, on peut très bien équilibrer un repas en mangeant du riz, des grains, un apport protéiné, des breads dans l'alimentation. Donc on a essayé vraiment déjà par rapport à ça, donc jouer sur le fait de consommer mauricien, consommer local, valoriser nos produits locaux, mais encore une fois par rapport au prix, par rapport au pouvoir public, donc c'est vraiment là où on bute un peu. Donc on essaie vraiment on attend, comme on dit, on y croit, on a vraiment envie de collaborer avec le ministère de la Santé, le ministère du Sport, de la Jeunesse, parce que quand on parle d'alimentation, quand on dit alimentation, c'est aussi sport. Donc je pense qu'il y a un gros travail aussi à faire dessus. Donc on est prêts, nous, on attend que ça, que le feu vert des pouvoirs publics. Et on est très inspiré aussi par ce qui se fait à l'île de la Réunion avec la venue du professeur et comment eux, les autorités, ils ont su, peut-être on a mal commencé, il fallait attendre les autorités, mais après on se disait, les a quand même tenus au courant de tout le travail et à un moment donné il faut commencer, donc on a essayé de mettre la main dans la main, comme si commençait le travail, donc on a essayé de commencer quelque part. Et aujourd'hui, encore une fois, de la part de tous les membres du JAM, ce qu'on attend, c'est vraiment l'ouverture de la porte des pouvoirs publics. Donc, grâce à vous, donc merci les médias d'être là, donc essayez de passer le message pour nous. Est-ce que vous avez une présence sur les réseaux Facebook? Parce que si je regarde un peu l'île Maurice, il y a au moins 400 000 personnes qui sont sur Facebook presque tous les matins. Est-ce que vous avez une présence? Parce que l'Internet, c'est la première façon que n'importe quelle maman va aller chercher. Exactement. On fait un test de grossesse, que si je dois marcher, est-ce que vous avez une présence sur les réseaux sociaux? Je ne parle pas parce que je vois que vous avez votre site web, mais est-ce que vous êtes présent sur là où le gros public? On vient de commencer, déjà moi-même pas très
sociaux, un peu anti-réseaux sociaux, mais on a compris l'impact que ça pouvait avoir sur les jeunes mamans, les futures mamans, les jeunes en âge de préconception. Donc oui, cette année, nous avons lancé donc, notre page Facebook, qu'on essaie d'animer, on est novice en fait. Il faut savoir que c'est vraiment fait pas par des grands professionnels, mais des professionnels de santé avant tout. Donc oui, on a notre page Facebook qui est le 1000 jours j'aime. Donc ne pas hésiter, donc ça aussi, donc ne pas hésiter vous à liker notre page, à le poster sur vos sites. Donc c'est repris grâce à cette page Facebook. Je peux dire qu'on a un calculateur en fait sur le site internet. Donc ça nous a permis, donc depuis juin qu'on a ouvert la page, en même pas 2 mois, d'avoir au moins 2000 vues sur le site internet. Donc qui veut dire que exactement, monsieur, donc ça fonctionne. Donc là, on travaille dessus, on a une page Instagram aussi, donc pas très... On est novice, donc on essaye. Donc oui, là pour l'instant c'est la page Facebook. On a une chaîne YouTube aussi qu'on a ouverte. Donc il y a tous nos spots. Donc les spots, sachez que les spots TV que nous avons créés donc, sont en créole, en français, même en bhojpuri. Donc on a besoin de fonds parce que pour passer tout ça sur les chaînes locales, pour essayer de toucher le maximum de personnes, donc on a besoin de fonds. Donc encore une fois, appel au ministère, appel aussi aux partenaires privés. Donc cette année, donc, ça a été le digital. On commence dedans et on attend des financements, j'espère aussi, des partenaires privés pour continuer ce travail et nous aider à peaufiner le petit savoir-faire qu'on a au niveau du digital. Vous allez faire de l'audiovisuel, je veux dire des vidéos, parce que les personnes n'auront pas le temps de lire quelque chose qui dépasse 400 mots, ça on le sait, nous sommes journalistes pour le savoir. Mais est-ce que vous allez faire des petites vidéos, parce que vous passez à la radio, à la télévision, c'est 10, 15, 20 minutes et c'est parti. Tandis qu'une vidéo, vous pouvez poster, reposter et mettre ça dans votre galerie YouTube. Est-ce que l'option de petits conseils de 2-3 minutes, qui est un peu le format télévisé, ça vous intéresse? C'est vraiment ce qu'on est en train d'essayer de travailler. Donc encore une fois, ça nous a pris énormément. Donc tous les soirs, avec tous nos professionnels de santé, travailler à partir de 20h jusqu'à 1h, des fois 2h du matin, pour pouvoir lancer tout ça. Donc oui, les vidéos, on y pense. On compte beaucoup sur nos professionnels de santé, tous ceux que notre président et aussi le docteur Ambrosing qui sont très digitales, donc qui sont derrière nous pour nous motiver à le faire. Donc oui, on va le faire. On souhaite le faire assez rapidement, mais encore une fois, c'est les fonds. On est bénévole, on est une petite association, donc on a besoin de fonds. Donc on espère avoir les fonds pour pouvoir continuer ce beau travail. Et encore une fois, mais si on avait l'appui du ministère, ça aurait été encore plus facile, peut-être. Vous parlez beaucoup du ministère, mais le privé n'est pas intéressé par... Ce sont ses employés. Vous parlez beaucoup, vous attendez l'aide du gouvernement, mais le secteur privé, il fait quoi dedans? Parce que ce sont ses employés aussi. Oui, mais le secteur privé, donc aujourd'hui, tout ce qu'on a créé, c'est grâce au financement du secteur privé. Donc le secteur privé nous aide, mais comme on a dit, comme Madame l'a bien relevé, donc 70% des naissances se passent dans le public. Donc aujourd'hui, donc les 30%, on arrive à les atteindre, mais ce serait bien de pouvoir toucher ces 70% de naissances. Donc en gros, c'est ça. Et voilà. Donc je pense que je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, je suis un peu perdue. L'habitude du micro. En général, c'est le président. Je veux dire, en tout cas, on est actif, on est toujours en train de progresser chaque jour et chaque jour, on est en train de développer une stratégie de sorte qu'on arrive à faire le travail, donc à sensibiliser le plus de monde possible. Mais on prend note et on sait que bien sûr. On va venir avec des nouvelles choses très bientôt. Une autre question? Oui, allez-y. Est-ce que vous allez prévoir des ateliers pour les jeunes mamans, justement, et les mamans qui souhaitent allaiter, pour les soutenir, parce que des fois ça c'est difficile, il y en a qui abandonnent, il y en a qui aiment travailler. Oui. Donc est-ce que vous allez prévoir justement des ateliers pour ces... Directement, à travers le JAN, on n'a pas encore prévu ça parce que faute de temps, parce qu'il faudrait dire que nous sommes tous des professionnels et on est quand même occupés. On arrive à nous livrer quelque peu pour intervenir dans certaines choses. Concernant l'allaitement maternel, j'ai moi-même fait plusieurs conférences dans plusieurs cliniques, et puis à la radio aussi, j'en ai déjà parlé aussi. Donc on essaye de sensibiliser, mais je veux dire, on aime quand même bien faire en sorte que quand on commence, on aime bien le peu de temps, de 2 minutes qu'on peut accorder,
que ça touche un maximum de monde. Mais sinon, oui, on fait des ateliers dans des cliniques concernant l'allaitement maternel. Et les petits ateliers dont vous parlez, donc il y a le mouvement d'aide à l'allaitement maternel, donc la MAM, donc Madame Monique Dinan en fait. On a Madame Véronique qui est sage-femme et qui véhicule les messages tous les jours et qui est pour l'allaitement maternel, donc qui parle de brochures, qui essaie de faire de l'éducation auprès des jeunes mamans pour sensibiliser et motiver les jeunes mamans à allaiter. Donc c'est un travail qui est fait déjà auprès des mamans à travers Madame Véronique et Sacha. Concernant l'allaitement maternel aussi, j'ai déjà parlé au niveau du ministère que la collaboration qu'on devrait plus avoir concernant l'allaitement maternel parce qu'ils ont leur idée et que nous, de notre côté aussi, on a certaines idées qui seraient intéressantes de considérer. Par exemple, moi, dans mon cabinet, par exemple, j'ai un coin exprès dans les 2 cabinets que j'ai. Dans chaque cabinet, j'ai un coin pour l'allaitement maternel. Donc, c'est ce que j'aurais aimé voir dans des endroits publics, par exemple, dans les grandes surfaces, à la banque ou à la poste. On devrait prévoir ces coins où une maman peut, en toute discrétion, continuer à allaiter son bébé à son heure de repas. Donc il y a plein de choses, plein d'idées qu'on aurait pu discuter, mais seulement il faudrait qu'on les écoute. Mais l'idée est là, la volonté est là, mais si on veut bien nous écouter, je suis partant pour partager, pour discuter, pour développer. L'allaitement maternel est encore tabou. Je veux dire, demain, je viens nourrir mon bébé, je peux le faire sur un banc, bon, je ne vais pas le faire en m'exposant. Exactement, tout ça j'ai déjà dit. Avoir des espaces dédiés, c'est très bien, mais ce n'est pas toujours possible. Justement, j'ai soulevé ce problème parce qu'une dame qui doit allaiter alors qu'elle est à la gare, elle ne peut pas s'asseoir sur le bord du trottoir en plein soleil et en pleine fumée, allaiter son bébé. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un coin propre, discret, tranquille, tamisé. Mais c'est encore tabou, je veux dire, qu'elle ait son enfant. Non, je ne dis pas que c'est tabou parce que l'allaitement maternel se fait de plus en plus. Je veux dire, moi, en ce qui me concerne dans ma pratique, comme je suis dans le GEM et comme j'encourage, tout le temps j'encourage l'allaitement maternel, chez mes patients, non. Donc, avant tout, parce que la première alimentation qu'on propose à l'enfant, c'est directement le lait maternel. Et plus tard, si en cas de défaut, de déficience, là, on va avoir autre chose. Mais d'emblée, c'est l'allaitement maternel, donc ce qui fait que c'est pas tout à fait tabou. D'autres questions? Personne? Sinon, je vous remercie beaucoup d'être venu ici pour nous écouter. Et puis, en même temps, je réitère mon appel vibrant auprès du ministère de s'associer avec nous dans ce projet qui est formidable, dans l'intérêt de la nation. Merci de votre présence.